Les données actuelles vous permettent-elles de parler de début de troisième vague? Alors les constatations objectives, c'est que la transmission, on l'a dit, augmente, mais que le nombre de tests augmente lui aussi très nettement, entre autres chez les enfants, où une bonne partie de ces transmissions, on l'a dit aussi, sont actuellement concentrées. On a dit aussi qu'au niveau des hôpitaux, on ne voit pas de modification majeure et qu'on a plutôt une certaine stabilisation. Certains jours, ça augmente un peu, d'autres jours, cela diminue. Donc, il me semble effectivement qu'actuellement, non, on ne peut pas dire que nous sommes au début d'une troisième vague. On est dans une situation épidémiologique forcément encore complexe, mais que si nous continuons à faire attention, à appliquer les mesures que nous connaissons bien, nous pouvons garder un contrôle sur cette situation. Nous pouvons continuer à garder cette courbe sous tension, aplatie en dessous de nous, en soulignant à nouveau qu'actuellement, la Belgique continue à avoir une évolution relativement favorable depuis des semaines par rapport à ses voisins. On peut noter que des voisins du Sud, par exemple, comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugal, ont tous globalement des augmentations plus ou moins importantes du nombre de cas et du nombre d'hospitalisations, que dans plusieurs de ces pays, ce n'est pas lié à un des variants qui est peu ou moins présent que ce qu'il semble chez nous, et que donc ceci doit nous donner l'occasion de penser que si nous le voulons et si nous appliquons les mesures, nous pouvons effectivement faire une barrière à cette troisième vague. Les restaurateurs veulent rouvrir au mois de mars. Pensez-vous que ce soit réaliste? Alors il est clair que c'est une des multiples questions difficiles à répondre actuellement. Il est difficile de dire actuellement quand les mesures pourront être assouplies au niveau de ce semi-confinement que nous vivons maintenant depuis quelques mois. On l'a dit, l'épidémiologie actuellement en Belgique est assez instable. Nous sommes sur une situation dans laquelle nous pouvons aller dans toutes les directions et si elle reste favorable, relativement favorable depuis plusieurs semaines par rapport à d'autres pays qui nous entourent, nous ne sommes pas dans une structure comme on a pu l'être en juin, en juillet, où le taux d'infection bas nous permettait d'avoir d'autres espoirs à court et à moyen terme. On le sait, c'est une lutte un petit peu entre l'évolution de l'épidémiologie et la vaccination et le printemps qui se pointe devant nous. Il serait sans doute inadéquat d'ouvrir la porte du jardin pour que l'ennemi puisse y entrer alors que l'on essaye de l'autre côté d'avoir portes et fenêtres bien fermées en front de rue. Dans les données actuelles disponibles, recommanderiez-vous le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans ou préfériez-vous un vaccin à ARN Messenger? La Task Force Vaccination a, hier soir, demandé au Conseil supérieur de la santé, dans sa section vaccination, de remettre dans les meilleurs délais un avis qui traite de ce point, donc de l'adéquation du vaccin AstraZeneca chez les personnes de plus de 65 ans. Il n'y aura, on le pense, pas de limitation au niveau de ce que l'Agence européenne du médicament va nous dire, mais nous attendons bien sûr la manière officielle dont ceci va être émis et écrit. On sait qu'au niveau de l'Allemagne, certaines limitations ont été mises. Par contre, il faut souligner que ce vaccin est actuellement accepté au Royaume-Uni depuis le 30 décembre et que depuis maintenant 4 semaines, de larges campagnes emploient ce vaccin, y compris chez les personnes âgées, chez nos amis de l'autre côté du Channel. Et donc, il sera certainement important, tant pour l'avis qui va être remis que pour la suite des choses, d'avoir l'expérience clinique de nos amis anglais concernant l'emploi de ce vaccin dans une population âgée. Autre discussion qu'on voulait avoir avec vous aujourd'hui concernant un intéressant rapport publié cette semaine et émis par le Conseil supérieur de la santé concernant la vitamine D et le zinc dans le cadre de la pandémie Covid-19. Depuis le début, en tout cas après quelques mois après le début de la pandémie, ont commencé à circuler un tas d'informations, entre autres sur les médias sociaux, suggérant qu'éventuellement un apport parfois très important d'ailleurs, de zinc ou de vitamine D ou d'autres oligoéléments pouvaient jouer un rôle dans la prévention ou dans la thérapeutique du Covid.
On sait effectivement que parmi les différents éléments, le zinc et la vitamine D sont deux éléments importants qui jouent un rôle dans la fonction de notre système immunitaire. Mais ce ne sont pas des médicaments miracles dans le cadre du Covid, comme d'ailleurs dans le cadre d'autres pathologies non plus. Il faut effectivement constater que dans notre pays, de nombreuses personnes souffrent d'un déficit relatif en vitamine D. C'est principalement le cas des personnes âgées, c'est aussi le cas des personnes dont la peau est plus sombre, c'est le cas de certains végétariens, c'est le cas des femmes enceintes. Mais il ne faut pas se cacher, c'est le cas aussi d'une partie significative de la population générale. Ces carences sont plus prononcées traditionnellement à la fin de l'hiver et au printemps. C'est assez simple dans son explication, c'est notre peau qui produit la vitamine D lorsqu'il n'y a pas un apport extérieur, et notre peau le fait sous l'effet du soleil, et l'hiver et le printemps, on le sait en Belgique, ce n'est pas le moment où nous avons beaucoup de soleil. 2/3 des personnes de plus de 65 ans, par exemple, ont une carence en vitamine D, tout spécialement pendant cette période de l'année. Concernant le zinc, un oligoélément, il y a parfois des carences. C'est beaucoup plus occasionnel. On estime qu'il y a à peu près 10% de la population qui a un certain déficit en zinc. La meilleure manière de pallier à cela, vous me direz pour la vitamine D, c'est d'aller au soleil, ce qui nous a interdit pour l'instant, on est bien d'accord à cause du Covid, mais c'est aussi de prendre de la vitamine D, de prendre la vitamine D par de l'alimentation. Et le zinc s'y trouve aussi. Une alimentation qui soit équilibrée, qui contienne de la viande bien sûr, mais aussi des œufs, mais aussi des poissons, des céréales, des produits laitiers. Malgré cela, il faut constater des personnes qui ont une alimentation extrêmement variée peuvent garder une certaine carence en vitamine D. Concernant le Covid et la vitamine D ou le zinc, il y a des études qui ont constaté qu'il y avait un lien entre de faibles valeurs de ces deux éléments et un épisode sévère de Covid. Il faut souligner que dans toutes les études qui ont été publiées, il s'agit d'une association. On n'a pas une preuve de causalité entre le déficit de ces éléments et la survenue d'un Covid sévère. Il faut aussi savoir que, et on l'a déjà suggéré, les personnes qui ont un déficit plus fréquent de vitamine D sont entre autres les personnes âgées. Et on sait que les personnes âgées ont plus fréquemment des manifestations sévères liées au Covid. Et donc, dans ce contexte-là, l'association simplement occasionnelle peut être présente sans qu'il y ait un lien de cause à effet. Ceci étant, un supplément de vitamine D, dans certains cas moins fréquents de zinc, peut être utile pour compléter notre alimentation et en l'occurrence renforcer éventuellement nos moyens de défense, tout spécialement chez les personnes âgées que l'on vient d'évoquer. Dans le traitement du Covid lui-même, elles n'ont pas leur place. Comme n'ont pas leur place des doses majeures, importantes, des shots, si on peut dire, tant de vitamine D que de zinc, mais une prise à un niveau raisonnable. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est vraiment important de l'évoquer, soit avec son médecin, soit avec le pharmacien qui sera de bons conseils, soit éventuellement avec un diététicien.